Anne-Marie, est-ce que tu es avec nous? Super. Ben écoutez, on est déjà rendu à la deuxième partie de notre soirée. Alors, on va tout de suite rentrer dans cette deuxième partie. Donc, on a le plaisir de réaccueillir Dr. Anne-Marie Messmasson, que nous avons entendu un peu plus tôt. Donc, elle sera rejointe par Dr. Francis Rodier et Dr. Diane Provencher au courant de la soirée. Et donc, cette présentation-là, elle est spéciale en fait parce qu'elle porte sur les fruits de la collaboration scientifique et on va parler plus précisément de l'essai ES2. Donc, ils expliqueront l'approche innovante de l'essai clinique ES2, qui est une stratégie à deux coups qui utilise deux médicaments différents déjà sur le marché pour endormir les cellules cancéreuses puis les forcer à mourir. Donc, l'objectif de cet essai est en premier lieu de déterminer les dosages appropriés pour les médicaments et en second lieu, de valider que cette nouvelle stratégie apporte des bénéfices cliniques aux patientes atteintes du cancer de l'ovaire. Donc, sans plus tarder, Dr. Messmasson, à vous la parole. Merci beaucoup. Donc, est-ce que vous voyez ma présentation en mode présentation? Présentement, non, on ne le voit pas en mode présentation. Voilà. Faudrait agrandir. Maintenant, vous le voyez? Faudrait agrandir. Est-ce que c'est possible d'agrandir votre fenêtre? Oui, oui. Parce qu'on dirait que la présentation ne prend pas toute la fenêtre, tout l'espace. OK. Est-ce que c'est beau maintenant? Il faudrait l'agrandir encore un peu si c'est possible. Oui, OK, parfait. Oui. OK, ben merci beaucoup. Puis ça me fait grand plaisir de vous parler. Moi, je vais commencer un peu plus lentement, peut-être pas en parlant de l'essai clinique comme tel, puis la découverte. Ça, c'est les deux autres présentations. Mais je vais vous parler un peu des outils qu'on va utiliser lors de l'essai clinique pour essayer de prédire la réponse thérapeutique, puis comment on est arrivé à ce modèle-là. Alors, comme je vous ai déjà dit dans mon autre présentation, une des priorités d'Ofcan, c'était de vraiment avoir des modèles performants pour l'étude préclinique. Alors, nous, qu'est-ce qu'on se concentre sur quand on parle de modèles? Ben, on peut avoir des modèles animaux, souris, mais finalement, le modèle le plus puissant, c'est le matériel biologique lui-même. Et donc, c'est d'avoir des tissus provenant de femmes qui ont été diagnostiquées avec le cancer de l'ovaire. Mais pourquoi est-ce que c'est un bon modèle? Bien, premièrement, c'est la représentation la plus précise de la maladie. Quand on travaille en souris, on essaie de s'approcher de ce qui se passe vraiment chez les patients. Mais ici, quand on utilise les tissus de patients, bien, on est vraiment, on a une représentation très juste de la maladie. Un des grands avantages, c'est qu'on peut regarder tous les sous-types de la maladie et donc les cancers plus rares. Par contre, si on veut avoir du matériel clinique, on doit créer ce qu'on appelle une biobanque. Et un des avantages, une fois qu'on a fait la collecte, c'est qu'on peut développer des modèles vivants. Qu'est-ce qu'on veut dire par un modèle vivant? Alors, un tissu, quand on l'a, souvent, on va pour l'étudier peut-être plus tard, on va soit le fixer, un peu comme si on était en train de faire des cornichons, on met des produits chimiques, puis mais les cellules ne sont plus vivantes, ou on va le mettre au congélateur à moins 80 degrés. Donc, les cellules ne sont pas vivantes. Mais on est aussi capable, avec des différents trucs biologiques, de propager les cellules qu'on retrouve à l'intérieur de la tumeur, soit en culture cellulaire, donc on appelle ça des modèles in vitro, ou soit dans, par exemple, des souris qui n'ont pas de système immunitaire. Et donc, là, on parle d'un modèle vivant. Je vais juste vous parler un petit peu de c'est quoi une biobanque. Donc, quand quelqu'un est diagnostiqué avec le cancer de l'ovaire, normalement, il va avoir quelqu'un de l'équipe médicale ou quelqu'un de l'équipe de recherche qui va rentrer en contact avec le patient
pour leur demander s'ils consentent à contribuer dans la biobanque. Dans ce processus de consentement-là, qui normalement, avant la pandémie, se faisait toujours à la clinique, mais maintenant peut se faire à distance, et qui est d'ailleurs, on a fait un sondage, puis les femmes préfèrent de le faire à distance. Il y a quelqu'un qui va expliquer, bon, c'est quoi une biobanque, c'est quoi le but de la recherche, comment votre confidentialité va être protégée, quels sont les risques de participer à une biobanque, quelles sont les modalités des chercheurs pour avoir accès, c'est quoi les règles d'éthique, est-ce qu'on peut vous recontacter? Donc, c'est le genre de choses qui sont toutes incluses dans le consentement. Si quelqu'un consent à la recherche, ça veut dire qu'au moment d'une intervention médicale, normalement une chirurgie ou peut-être une biopsie, la recherche va recevoir du département de pathologie des bouts de tissu. On peut aussi demander du sang en complément. Et tout ça est retourné au laboratoire. Et à ce moment-là, l'échantillon peut être utilisé immédiatement ou il peut être entreposé, donc il est mis en banque pour de la recherche. Et cette activité de mise en banque peut durer des années. Donc, nous, on étudie encore des échantillons des femmes qui ont été diagnostiquées il y a déjà 20 ans parce que c'est encore utile à la recherche. Donc, on doit suivre pas juste l'échantillon, mais pour que ça ait une vraie valeur, on suit aussi les données cliniques. Donc, on veut comprendre quelles patientes ont bien répondu à la chimio, quelles n'ont pas répondu. On veut comprendre l'évolution clinique qu'ils ont eue, parce que tout ça va être combiné avec la recherche qu'on va faire pour pouvoir l'utiliser pour éventuellement faire des transferts de connaissances vers la clinique avec des nouveaux outils. Finalement, des chercheurs qui veulent avoir accès à la biobanque doivent faire une demande formelle, ils ont un formulaire à remplir. Ils doivent nous démontrer que leur projet a passé une cote scientifique et aussi qu'ils ont de l'éthique. Et là, il va y avoir la distribution du matériel. Donc ça, c'est une activité qui a commencé au-delà de 30 ans chez nous. Donc, la première année, en 1990, quand Dr. Provencher est arrivé, puis qu'elle m'a dit d'arrêter de travailler sur mes petits souris puis de se concentrer sur ses patientes. Cette année-là, on a mis 2 échantillons en banque. C'était tout nouveau pour nous. Il fallait développer tout le processus. Et vous voyez, c'est quelque chose qui s'est accéléré dans le temps. Puis là, il y a au-delà de 10 000 femmes qui ont contribué leur tissu pour soutenir pas juste notre recherche, mais aussi de la recherche à travers le Canada puis à l'international, car on participe souvent dans les grands projets, ce genre de grands projets. Alors, là, je vais vous parler un peu du modèle vivant qui nous intéresse. C'est celui d'un laboratoire sur un micropuce. Et essentiellement, on a développé tout ce modèle-là à cause d'une question très importante. C'est qu'en clinique, on veut vraiment comprendre si on est pour donner un médicament à quelqu'un, soit de la chimiothérapie, soit de la radiothérapie, soit une thérapie ciblée. Bien, est-ce que cette personne-là va bel et bien répondre ou est-ce qu'on est en train de perdre du temps, qu'on aurait peut-être d'autres options à offrir, ou est-ce qu'on est en train de créer des toxicités pour lesquelles il ne va y avoir pas de bénéfices? Alors, souvent, en médecine, pour vouloir prédire qui va répondre au traitement, on va utiliser ce qu'on appelle des biomarqueurs. Donc, on va analyser le tissu, puis on va essayer par des méthodes statistiques, puis nos connaissances de biologique, d'essayer de deviner si quelqu'un va répondre oui ou non au traitement. Mais l'approche qu'on a prise, c'est un peu différent, puis on s'est posé la question, est-ce qu'il serait possible de prendre des bouts de tissu, les maintenir vivants, puis les tester dans un laps de temps qui est suffisamment court pour faire des décisions cliniques. Parce qu'on savait qu'on était capable de prendre les tissus puis de dériver des lignées cellulaires ou les faire pousser en souris. Le problème, c'est que ça prenait de 6 à 8 mois. On ne peut pas attendre dans la décision clinique si tard que ça. Donc, on avait besoin de vraiment accélérer puis voir comment on pourrait le faire dans un court laps de temps. Alors, on a commencé des collaborations avec des ingénieurs. C'est des gens qui ont vraiment une pensée originale puis qui sont vraiment axés sur des solutions. Et en travaillant avec eux, on a développé ce qu'on appelle des microsystèmes du microfluidique ou un laboratoire en
en miniature. Et l'idée derrière le projet, c'est que suite à une chirurgie ou une biopsie, on a accès à du tissu. On va suspendre ces tissus-là dans les microsystèmes. On va ajouter dans le microsystème le même médicament qu'on pourrait offrir à la patiente. Ensuite, on va tester pour voir est-ce qu'on a eu une réponse thérapeutique, oui ou non, au niveau des petits tissus qu'on a en laboratoire. Et éventuellement, si tout fonctionne, si notre approche est bonne, éventuellement, ça nous permettrait de contribuer à la décision clinique. Donc, juste pour vous montrer un petit peu plus en détail, puis ensuite, si vous me permettez, je vais vous montrer un petit vidéo, un peu comme un show de cuisine pour vous montrer comment ça se passe vraiment dans un laboratoire, parce que c'est beau de regarder des images, mais c'est peut-être plus parlant de le voir en personne. Alors, quand le tissu arrive au laboratoire, on le découpe en petits morceaux. On va aller le pointiller pour avoir des microsphères, des mini-tumeurs. Puis là, on va les mettre dans des canaux. Puis chaque canot va avoir à l'intérieur des puits. Puis les tumeurs vont s'installer. On va faire notre chimio. On va avoir le traitement. Puis ensuite, on va faire nos analyses. Donc, pour vous montrer comment ça se passe, j'espère que ça fonctionne. Alors, comme vous avez vu, ça, c'est les petits morceaux de tumeurs qu'on a été capable de couper. On va vraiment les couper en tout petits morceaux là, qui vont être la première partie de notre dissection. Ensuite, les morceaux sont petits pour pouvoir les poinçonner. On va regarder au microscope, on va aller créer des petites sphères qui sont à peu près 300 microns de grandeur. Et on peut en faire d'une tumeur à l'intérieur de 4 heures, de 300 à 400 de ces petits tumeurs-là. Ensuite, on va les mettre dans notre microsystème. Donc, quand vos enfants jouent à des jeux vidéo, c'est peut-être des fois c'est utile parce que c'est vraiment par gravité, on est capable de déposer ces petites tumeurs-là. Ensuite, on les traite. Une fois que le traitement est fini, bien, ils sont tellement petits qu'on peut à peine les voir à l'œil. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va les colorer à la floxine. Puis là, vous allez voir, ils sont maintenant roses, puis plus faciles à voir à l'œil. Donc, on est sûr et certain qu'on n'est pas en train de les perdre durant les différentes manipulations qu'on va faire. Le microsystème consiste dans un haut puis un bas. Donc, on va ouvrir le microsystème. Puis là, dans le fond, dans les puits, on retrouve les petits morceaux de tumeurs qui ont, certains ont été traités avec la chimio, certains qui n'ont pas été traités. Ensuite, on va fixer les tissus dans le microsystème, puis ensuite, on va, comme ils font dans les départements de pathologie, on va les enrober en cire pour pouvoir les préserver puis les utiliser. Donc, ça, c'est des cassettes qui sont normalement utilisées dans les départements de pathologie pour essayer de coller le tissu maintenant à cette cassette-là. Mais là, dans le microsystème, il nous reste encore le plastique du bas de notre microsystème. Donc, tout tranquillement, on va l'enlever. Mais là, notre couche de cire, elle est imparfaite. Donc, on va ajouter plus de cire fondue là, pour bien remplir tout le morceau. Et on va laisser le tout figé pour pouvoir, par après, l'utiliser dans nos expériences. Il y a une toute petite dernière étape où on fond un tout petit peu le tissu pour que toutes les tumeurs soient alignées et qu'on soit capable de les voir sur le même plan. Donc, vous voyez les mêmes petits tissus qu'ils avaient dans le bocal. Ensuite, on fait des techniques qui sont utilisées en laboratoire. Ça s'appelle de l'immunofluorescence. Si vous regardez, ça, c'est une image de la petite tumeur. Et donc, si on regarde en vert, le vert va colorer tout ce qui est une cellule tumorale. Donc, on voit dans ce petit tissu-là qu'il y a beaucoup de cellules tumorales qui sont en vert. En orange, on va colorer les cellules qui sont en train de pousser. On appelle ça de la prolifération. Donc, on sait que ces cellules-là sont en train de se diviser. En rouge, c'est les cellules qui sont en train de mourir. Alors, c'est un marqueur de la mort cellulaire.
Et donc, vous allez voir, nous, on fait l'analyse des points jaunes, des points rouges superposés sur les points verts pour arriver avec des graphiques que vous voyez. Puis là, je ne sais pas si vous pouvez voir mon pointeur. J'imagine que non. Mais sur Oui, on voit ton pointeur. Ah, merci. Alors, sur ce graphique ici, ce qu'on a demandé, c'est les cellules qu'on n'a pas traitées, est-ce qu'elles sont en train de mourir? La réponse est non, il y en a très peu. Mais dans toutes les. Puis ça, c'est chacun des petites tumeurs qu'on avait dans notre microsystème. On voit qu'il y en a beaucoup qui ont la coloration rouge, ce qui veut dire qu'ils sont en train de mourir. À l'inverse, si on regarde les tissus qui n'avaient pas été traités, est-ce qu'ils sont en train de pousser? Ils ont l'air de bien pousser. On voit une belle coloration jaune, tandis qu'ici, on voit très peu de coloration jaune. Donc, pour nous, ça représente ce qu'on s'attend d'une patiente qui répond bien au traitement. Donc, les cellules tumorales arrêtent de pousser, puis ils commencent à mourir. À l'inverse, si vous voyez qu'est-ce qui s'est passé avec cette patiente-là quand on a fait la même expérience, si on regarde le tissu non traité ou celui qu'on a traité avec une chimio, on n'a pas beaucoup de morts cellulaires. C'est très comparable entre les deux. Puis si on regarde, est-ce que les cellules sont en train de pousser? On voit que le non traité et le traité sont pareils. Alors pour nous, ça correspond à un profil d'une patiente qui ne répond pas au traitement. Là, je voulais revenir à ce cliché-là. Donc, on est capable, au moins de façon théorique, de voir une différence de réponse. Toutes ces expériences-là peuvent se faire à l'intérieur de 2 à 3 semaines, donc dans un temps qui est bon pour des décisions cliniques. Par contre, pour nous, pour prouver qu'il y a une correspondance à ce qui se passe en clinique, puis qu'est-ce que nous, on a fait, ça va nous prendre de 6 à 12 mois pour chaque patiente parce qu'on a besoin de retourner dans le dossier clinique puis de voir, oui, nous, on a fait une prédiction, mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé en clinique? Donc, ça nous prend du temps pour pouvoir faire la correspondance entre qu'est-ce qu'on a vu dans notre microsystème et qu'est-ce qui se passe chez la patiente. Ça, c'est une recherche transactionnelle, puis c'est ce qu'on veut faire dans l'essai ES2 dont on va discuter. C'est en même temps qu'on va faire l'essai clinique, on va récupérer des tissus, puis on va se poser des questions sur la réponse au traitement qu'on propose dans ES2 avec les échantillons qu'on a dans les systèmes microfluidiques, puis éventuellement, qu'est-ce qui va se passer chez la patiente. Puis pour terminer, c'est un travail ardu de laboratoire de pouvoir faire ça. Il n'y a personne qui fait ce travail-là tout seul. Alors, c'est sûr que tout ce travail a été fait en collaboration avec Dr. Proaché, notre ingénieur Thomas Gerbet qui nous aide avec tous les microsystèmes et Francis Rodier qui a travaillé avec nous sur la stratégie qui est à la base du programme ES2. Donc, merci. Merci beaucoup, Dr. Messmasson. Pour le moment, on n'a aucune question. Les questions, en fait, sont plus générales, donc je vais attendre à la fin où on aura une plus longue période de questions. Alors, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas de les indiquer dans la section questions et réponses ou encore dans le chat. Je voulais aussi juste dire que j'ai vu plusieurs commentaires passer comme quoi que la vidéo était très intéressante. Je pense que c'est agréable pour nous de voir justement comment ça marche dans un laboratoire puisqu'on n'a pas accès à ce genre de visuel très souvent. Donc, pour continuer, j'ai le plaisir de vous présenter Dr. Francis Rodier. Le Dr. Rodier a suivi une formation de microbiologie et a ensuite obtenu son doctorat en biologie moléculaire en 2005 à l'Université de Montréal en explorant le processus de cancérogenèse. Il a ensuite effectué des recherches postdoctorales à l'Université de Berkeley et au Buck Institute for Age Research en Californie, où il a développé ses intérêts dans la signalisation de réparation de l'ADN, l'oncologie et le vieillissement, permettant l'identification d'un nouveau lien entre les dommages à l'ADN et l'inflammation. Il a établi son laboratoire en 2010 au Centre de recherche du CHUM et à l'Institut du cancer de Montréal, où il explore les acteurs cellulaires et tissulaires impliqués dans la thérapie des cancers de l'ovaire et du sein
en mettant l'accent sur les décisions de destin cellulaire comme la sénescence et l'apoptose. Alors, à vous, Dr. Rodier. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on Oui, t'entend. bon, OK. Oui. Merci beaucoup pour l'introduction. Je vais essayer de partager mon écran pour commencer. Est-ce que ça fonctionne? Oui, okay. On voit ton écran. Super. OK. Bon, ça me fait vraiment plaisir d'être ici ce soir. L'exercice que je voulais faire, en fait, c'est de revoir certains principes fondamentaux scientifiques qui étaient à la base de notre essai, comme Anne-Marie l'a mentionné. Puis, il ne faut pas hésiter si vous avez des questions. Là, je vais essayer d'aller lentement. J'ai illustré la présentation, mais ça reste quand même des concepts de biologie cellulaire et moléculaire. Là. Fait que je vais essayer de vous les rendre intéressants. Donc, ce que vous voyez ici, en fait, c'est une image que vous avez probablement déjà vue qui représente cette fameuse tumeur, dans ce cas-ci, un cancer de l'ovaire. Puis, ce que je voulais présenter ici, c'est tiré d'une revue scientifique très intéressante. Ceux qui peuvent lire en anglais, qui s'intéressent au sujet, c'est une revue qui s'appelle The Hallmarks of Cancer, qui a été mise à jour plusieurs fois depuis presque une vingtaine d'années maintenant, qui décrit les caractéristiques fondamentales de tout cancer. Puis, ce qu'on peut voir ici, en fait, c'est que le cancer, c'est pas seulement la cellule cancéreuse, c'est un organe complexe. On va avoir des vaisseaux sanguins, des vaisseaux lymphatiques, des cellules infiltrantes immunitaires qui vont constituer ce tissu, cette tumeur. Mais très généralement, les thérapies vont essayer de cibler différents types de cellules. Les thérapies traditionnelles, ce qu'on appelle la chimiothérapie, comme par exemple les carboplatines, les paclitaxel, vont s'attaquer principalement aux cellules cancéreuses, donc les cellules vraiment qui sont à l'origine de cette tumeur. Juste avancer, OK. Donc, pour toutes ces thérapies, en fait, il y a une réponse qui est assez universelle. Ce qu'on peut voir ici, c'est soit l'injection, par exemple, de chimiothérapie ou l'utilisation de la radiation aussi pour traiter le cancer. La cible de ces thérapies-là, très généralement, va être l'ADN, donc le code génétique de ces cellules cancéreuses-là, qui, pour différentes raisons, sont plus sensibles que les cellules normales à ce genre de thérapie-là. Fait que ça va causer un effet préférentiel où la cellule cancéreuse va être attaquée. Même si les cellules normales sont elles aussi attaquées par la thérapie, l'effet va être plus fort sur les cellules cancéreuses. L'objectif qu'on a dans ce cas-là, c'est d'éliminer ces cellules cancéreuses-là. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'en réalité, la réponse qu'on veut étudier est beaucoup plus complexe que ça. Il y a plusieurs choses qui peuvent se produire suite à une thérapie anticancéreuse, par exemple une chimiothérapie. Une des choses, par exemple, qui pourrait se produire, c'est certain qu'on a causé des dommages à l'ADN. La cellule cancéreuse va essayer de réparer les dommages au niveau de son ADN. Puis ça, c'est des processus qui sont très efficaces. Évidemment, dans ce cas-là, ce n'est pas vraiment ce qu'on veut faire. On veut essayer d'empêcher la cellule cancéreuse de réparer les lésions. Puis on veut forcer d'autres types de destins cellulaires qui vont être plus favorables à la thérapie. Donc, une des choses qui peuvent se produire, c'est un arrêt de prolifération au niveau des cellules cancéreuses. Ça, c'est très intéressant, mais comme vous allez voir, il y a des problématiques potentielles associées avec cet arrêt de prolifération-là. Donc, c'est un destin potentiellement intéressant pour stopper la prolifération tumorale, mais pas nécessairement assez puissant pour complètement éliminer la présence des cellules tumorales. On a d'autres choses qui vont se produire aussi. Les cellules sont capables de communiquer entre elles, mais aussi de communiquer avec le reste du corps via la vasculature qui est présente dans cette tumeur-là. Donc, lorsqu'on endommage les cellules tumorales, il y a une réponse très souvent de type inflammatoire qui peut se produire aussi de façon non seulement localisée au niveau de la tumeur, mais ça peut être quelque chose qui pourrait être systémique. Ça, c'est des choses qui sont importantes. Anne-Marie a mentionné, il y avait une question par rapport à l'immunothérapie. En fait, on n'en parle pas beaucoup aujourd'hui, mais c'est le genre de réponse où il y a une inflammation qui se produit dans la tumeur qui pourrait avoir un impact sur certaines immunothérapies. Ensuite, on rentre dans les destins cellulaires qui nous intéressent plus pour le sujet de la présentation aujourd'hui. Il y a un concept qu'on appelle la sénescence cellulaire ou c'est le vieillissement cellulaire. C'est quelque chose qui est très important pour le vieillissement, mais aussi qui est activé en fait en réponse au traitement anticancéreux. Fait que je vais revenir un petit peu là-dessus dans quelques diapos. Puis finalement, il y a un dernier destin cellulaire qui nous intéresse, qui est le destin, dans ce cas-ci, le plus important. Ce serait un phénomène qu'on appelle l'apoptose ou la mort cellulaire programmée. Donc ça, c'est ce qu'on veut vraiment induire en fait, parce que tous les autres types de destins cellulaires ne vont pas amener nécessairement l'élimination complète de la cellule cancéreuse. Donc, on veut essayer, parmi tous ces choix, de favoriser une mort cellulaire. Puis, il y a plusieurs façons pour la cellule de mourir, encore une fois, mais de façon
général, ce qu'on voudrait favoriser, c'est la mort et donc l'élimination efficace de cette cellule cancéreuse. Fait que là, je reviens un petit peu à ce concept de sénescence cellulaire. Qu'est-ce que la sénescence? En fait, la sénescence, c'est un mécanisme qui empêche normalement le cancer à la base. Les personnes qui ont des mécanismes de sénescence très efficaces vont avoir moins de cancer, par exemple, que ceux qui n'ont pas ces mécanismes-là. Il y a des mutations dans les gènes qui contrôlent la sénescence qui vont causer plus de cancer chez certains individus. Ce n'est pas les mutations dont on parle pour le cancer de l'ovaire de façon générale, parce que les mutations que vous avez entendu parler, comme par exemple les gènes BRCA1, BRCA2, sont impliqués surtout dans la réparation des dommages de l'ADN, donc pas directement dans ce phénomène de sénescence. Par contre, il y a un gène très important dont vous n'avez pas tellement entendu parler, le gène P53, qui est un suppresseur de tumeurs très, très, très important. Ce gène-là va activer la sénescence et c'est un des premiers gènes qui est muté de façon systématique dans tous les cancers de l'ovaire. Donc, il y a un lien quand même très important entre le cancer de l'ovaire et ce phénomène de sénescence qui, normalement, va empêcher la progression du cancer. Avec le temps, les cellules qui deviennent sénescentes, de façon paradoxale, vont s'accumuler dans les tissus via une résistance à la mort cellulaire. C'est ces cellules-là, avec le temps, qui vont commencer à causer de l'inflammation et plusieurs phénotypes reliés au vieillissement. Donc, pourquoi c'est paradoxal? Parce que quand on est jeune, ces cellules sénescentes-là, en fait, nous protègent contre le cancer et participent à plusieurs processus de réparation tissulaire. Mais plus on vieillit, plus l'accumulation des cellules sénescentes peuvent causer des problèmes au niveau de la fonctionnalité des tissus et même éventuellement promouvoir la progression de d'autres cellules cancéreuses qui sont présentes dans le même tissu. Donc, un phénomène complexe, très intéressant et, comme je vous l'ai montré précédemment, qui peut être induit suite à la thérapie anticancéreuse parce qu'on va causer des dommages à l'ADN au niveau du génome des cellules cancéreuses. Comment on fait pour étudier ces phénomènes-là, les phénomènes de destin cellulaire? En fait, c'est vraiment pas facile au niveau des tissus humains. Anne-Marie vous a mentionné qu'on a des modèles de culture cellulaire, on a des souris qu'on peut utiliser, mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de regarder ces réponses-là au niveau des tissus chez l'humain, parce qu'il y a souvent des différences qui vont être très importantes entre ce qu'on observe dans les modèles qui sont moins complexes et les modèles qui reflètent plus la réalité des patients et des patientes. La problématique est que très, très, très souvent, on a un échantillon de tissu qui va nous être disponible au moment de la biopsie initiale pour le cancer, où le cancer est diagnostiqué, c'est confirmé, on a accès à ces tissus-là pour la recherche potentiellement via les fameuses banques de tissus, biobanques de tissus que Anne-Marie a décrites. Et la difficulté était d'obtenir des échantillons pendant une période que moi j'appelle la boîte noire de traitement. Donc, le traitement a été commencé. Puis, il n'y a pas de raison vraiment médicalement pour aller obtenir des biopsies de tissus pendant cette période de temps-là parce qu'il pourrait y avoir des risques pour les patients. Si on fait une biopsie, il peut y avoir de l'infection. Fait que c'est pas facile, puis il n'y a pas de raison logique non plus d'accéder à ces tissus-là. Fait que ça crée un manque, en fait, au niveau de la recherche où il est très, très, très difficile d'obtenir ces échantillons-là. Grâce aux biobanques, en fait, Diane et Anne-Marie, et à certaines caractéristiques qui sont assez uniques au cancer de l'ovaire dans les possibilités de traitement, en fait, on a réussi à trouver une stratégie qui nous a permis d'analyser, en fait, cette différence-là entre le tissu qui n'avait pas été exposé à la chimiothérapie et un tissu qui a été exposé à quelques cycles de chimiothérapie. Puis ça, peut-être que c'est arrivé à certaines d'entre vous, en fait. Il y a certaines patientes qui vont recevoir la chimiothérapie en néoadjuvant, donc avant la chirurgie, et d'autres patientes vont avoir la chirurgie en premier, suivi de la chimiothérapie. Ça nous a permis d'accéder à des cohortes de tissus en biobanque qui étaient pré-traitement et post-traitement. On a pu les comparer pour voir un peu c'était quoi les réponses finalement cellulaires dans ces échantillons de tissus-là qui proviennent des biobanques pour la recherche. C'est une étude qui a été faite par 3 étudiants dans mon laboratoire en collaboration avec Diane Provencher, Anne-Marie Mesmasson et aussi Kourosh Rahimi, que je voulais mentionner, qui est un pathologiste au CHUM aussi, qui est très impliqué au niveau de la recherche. C'est important de mentionner que la majorité des travaux qu'on fait, en fait, sont réalisés au laboratoire par des étudiants à différents niveaux. Ici, on avait Michael Skulimarski, qui est un étudiant MD, PhD, Jillian Scalvo-Gonzalez, qui était une étudiante à la maîtrise, qui venait de Cuba à l'origine, et Xiaofei Cheng, qui était une postdoc d'origine chinoise, qui a fait le travail dans nos laboratoires.
Donc, ce qu'on a découvert, en fait, dans cette étude-là, c'est qu'essentiellement, les cellules du cancer de l'ovaire qui ont été traitées par chimiothérapie présentaient toutes les caractéristiques biomoléculaires qui sont associées à la sénescence cellulaire. Donc, on a clairement affaire à un phénotype de vieillissement prématuré au niveau de la tumeur qui a été exposée à la chimiothérapie. Où ça devient intéressant, en fait, c'est que via d'autres recherches qui ont été faites, entre autres pour traiter les maladies qui sont liées au vieillissement, on savait déjà que les cellules sénescentes qui s'accumulent dans les tissus ont des caractéristiques qui sont assez uniques, qui vont causer de l'inflammation, mais au niveau intrinsèque, ils ont des gènes ou des protéines qui sont activées, qui sont très différentes de celles qui sont présentes dans les autres cellules normales au niveau du tissu. Puis ces gènes-là, on peut les cibler avec une nouvelle catégorie de drogues qu'on appelle des sénolytiques, donc des drogues qui vont tuer les cellules sénescentes. Et ces médicaments-là vont être capables de façon sélective d'éliminer les cellules sénescentes dans le cas du vieillissement, avec l'objectif de restaurer la fonctionnalité au niveau d'un tissu qui a été endommagé ou qui vieillit tout simplement. Donc, dans une étude qu'on a faite en collaboration avec Diane, encore une fois, et Anne-Marie Messmasson, et deux étudiants ici, Hubert Fleury, qui est un étudiant au PhD dans le laboratoire de Anne-Marie, et Nicolas Malaquin, qui était un post-doctorant dans mon laboratoire, on a fait une découverte assez intéressante. En fait, on s'est rendu compte que les inhibiteurs de PARP qui sont utilisés en clinique pour le cancer de l'ovaire induisaient effectivement une réponse de sénescence au niveau des cellules cancéreuses, donc ne les tuaient pas directement. Et qu'on pouvait en effet cibler cette sénescence-là via un deuxième médicament sénolytique qui nous permet en fait maintenant d'éliminer la cellule sénescente qui est cancéreuse. Puis ce concept-là est illustré ici. C'est cette stratégie-là qu'on appelle une stratégie en deux volets ou one-two punch en anglais, où en premier lieu, la chimiothérapie traditionnelle qui est utilisée, dans ce cas-ci, les inhibiteurs de PARP vont induire dans une grande partie des cellules un phénotype sénescent. Certaines cellules vont mourir et la plupart des cellules ne seront pas résistantes à ce traitement, au moins au début de la thérapie. Puis maintenant que la cellule est sénescente, en fait, si on ajoute notre deuxième drogue, la drogue sénolytique, on est capable de rediriger cette cellule sénescente-là vers une mort cellulaire de type apoptose qui va améliorer en fait la régression tumorale dans les modèles expérimentaux qui ont été utilisés. Donc, au niveau de l'essai ES2, en fait, cette diapo résume vraiment bien la stratégie one-two punch qu'on va utiliser où l'inhibiteur PARP induit une réponse primaire qui endommage la cellule cancéreuse. Nous, on espère qu'il y aura une réponse de sénescence qui est quand même assez importante et ces cellules-là pourront être éliminées avec la deuxième drogue qui va être utilisée dans l'essai clinique. Je vais terminer avec cette diapo pour illustrer en fait que cette idée de manipuler la sénescence, sachant maintenant que la sénescence est induite de façon efficace au niveau des cellules de cancer de l'ovaire, il y a plusieurs approches en développement au niveau pharmacologique. On va utiliser une drogue qui était déjà utilisée et on la redirige pour attaquer ces cellules-là, mais il y a plusieurs approches très, très spécialisées qui vont cibler les cellules sénescentes. Souvent, ces approches-là ont été développées pour traiter les maladies associées au vieillissement. On peut maintenant essayer de les rediriger vers des traitements anticancéreux, par exemple, dans le contexte ici du cancer de l'ovaire. Voilà, ça conclut cette partie de la présentation. Merci beaucoup, Francis. Je vois qu'il y a des questions qui s'accumulent. Donc, avant de continuer, je vais prendre le temps de poser quelques questions. Donc, si Dr. Messmasson veut reprendre la parole aussi, là, il n'y a aucun souci. Ici, on a quelqu'un qui nous mentionne un laboratoire en Arizona, Envita, offre une forme de thérapie ciblée qui pourrait prédire la réponse à la chimiothérapie. Qu'en pensez-vous? C'est probablement une question qui s'adresse à Anne-Marie. Elle pourra répondre aussi. Mais en fait, moi, Anne-Marie, est-ce que tu es familière avec ce produit, la Envita? OK. Envita, c'est essentiellement un nom qu'ils ont donné à leur stratégie. C'est une stratégie de biomarqueur. Donc, si on commence, quand j'ai parlé qu'en oncologie, souvent, on va utiliser des marqueurs pour prédire si quelqu'un va répondre à un traitement. Donc, on va faire des analyses d'ADN pour voir si on a des... Par exemple, on sait que olaparib fonctionne très bien chez les femmes qui sont porteuses de mutations BRCA1, BRCA2 ou d'autres gènes de réparation comme les gènes comme RAD51. Donc, leur stratégie, c'est quand quelqu'un est diagnostiqué, de faire un séquençage du génome et de personnaliser le traitement dépendant du type de mutation qu'il retrouve dans la tumeur. Ça, c'est des biomarqueurs.
Et notre approche, c'est une approche complémentaire où on dit, ben, ce n'est pas les mutations qu'il y a dans la cellule. Et c'est souvent complexe parce qu'il n'y a pas juste une mutation, il peut y avoir des centaines. Donc, comment est-ce qu'on prédit qu'est-ce qui se passe quand il y a des centaines de tumeurs, des mutations? Donc, notre approche est vraiment de dire, ben, c'est pas qu'on s'en fiche des mutations, mais notre approche, c'est vraiment de dire, si on prend la tumeur, est-ce qu'elle répond oui ou non à un traitement? Mais les deux approches peuvent être complémentaires parce qu'on pourrait ajouter des biomarqueurs avec ce qu'on voit, puis peut-être les deux combinés sont encore plus puissants pour prédire la réponse thérapeutique. Merci beaucoup, Anne-Marie, pour la précision. Et puisque je vais te poser une autre question qui est destinée à toi. Donc, lors de ta présentation, tu nous as montré des diapos avec des graphiques et on ne voyait pas très bien les couleurs. Donc, il y a quelqu'un qui te demande quelle est la meilleure combinaison de médicaments dans une de tes diapos, si ça te dit quelque chose. Le médicament qu'on a testé, c'est le même que Francis a parlé. C'est une combinaison de chimiothérapie, donc un cisplatin avec un Taxol. C'est équivalent à la première ligne qu'on donne aux femmes qui sont diagnostiquées avec le cancer. Donc maintenant, c'est la première ligne, c'est les premiers traitements qu'ils vont recevoir. Et ce qu'on démontre, c'est que quand nous, on fait notre test, des fois, les tumeurs ont l'air de mourir quand on met le médicament sur la tumeur dans nos petits microsystèmes. Puis des fois, des tumeurs n'ont pas l'air de mourir. Puis nous, ce qu'on veut voir, c'est dans le temps, est-ce que ce qu'on observe chez ces microtumeurs-là dans notre laboratoire miniaturisé, est-ce que c'est ça qu'on va voir chez les patients, oui ou non? Parce que ça voudrait dire que bel et bien, on peut prédire qu'est-ce qui va arriver en clinique. Merci. Et de manière générale, qu'est-ce que signifie une thérapie ciblée? OK. Alors, Francis nous a parlé de poisons qui vont endommager l'ADN. Ça, ce n'est pas du tout spécifique. Là. Ça, c'est d'y aller avec un gros bâton. Une thérapie ciblée, c'est par exemple les inhibiteurs de PARP, parce qu'on sait notamment quand il y a une mutation dans certains gènes, ça va affecter la réparation à l'ADN. Quand on bloque une deuxième voie de réparation qui est bloquée par PARP, une cellule normale, ce n'est pas grave, elle a d'autres voies par lesquelles elle peut réparer, puis elle ne va pas être ciblée par la thérapie. Mais la cellule cancéreuse, qui a un défaut au niveau de réparation d'un type, puis on vient d'inhiber l'autre voie de réparation. Et quand on met ces deux-là ensemble, on va tuer la cellule. Donc ça, c'est un exemple de thérapie ciblée. C'est des thérapies qui vont aller toucher spécifiquement une caractéristique de la cellule tumorale, mais qui va épargner les cellules normales. Francis vous a dit, la chimio, oui, les cellules tumorales vont être touchées, mais les cellules normales sont aussi touchées par la chimio. C'est pour ça qu'on a des toxicités aussi. Merci beaucoup, Anne-Marie. Merci pour les clarifications. Je pense que ça nous aide à mieux comprendre aussi. Je vais attendre à la fin pour les autres questions. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions au fur et à mesure de la présentation, vous pouvez toujours les indiquer dans le chat ou dans la section questions et réponses. Donc, finalement, et non la moindre, je suis très heureuse de vous présenter Dr. Diane Provencher, chercheure au Centre de recherche du CHUM, AXE Cancer. Elle est aussi chercheure membre de l'Institut du cancer de Montréal. Elle est également professeure titulaire du département d'obstétrique-gynécologie, division gynéco-oncologie à la faculté de médecine à l'Université de Montréal. Donc, les projets de recherche de la Dr. Provencher sont dans le domaine de la gynéco-oncologie. Elle a un grand intérêt dans les études fondamentales et translationnelles des événements génétiques et épigénétiques liés au cancer épithélial de l'ovaire. Dr. Provencher possède une vaste expérience dans les modèles du cancer de l'ovaire et elle est la pionnière et le moteur pour la biobanque du cancer de l'ovaire au CHUM. Dr. Provencher a une vaste expérience clinique en cancer de l'ovaire et dirige l'équipe québécoise la plus active en études cliniques de phase 1, phase 2 et phase 3 en cancer de l'ovaire. Elle est la récipiendaire de plusieurs prix, incluant le prix d'excellence en recherche du Centre de recherche du CHUM et la médaille d'or de la Société de gynéco-oncologie du Canada. Donc, Dr. Provencher, c'est à vous.
Oui, bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend. Parfait, parfait. OK, je ne suis pas dans mon ordinateur, fait que je suis un peu un visiteur de cet ordinateur-là, fait que j'espère qu'on va être des amis. Alors, ça va bien, on voit votre écran, c'est super. Parfait, parfait. De mon côté, je voulais ramener les discussions qu'on a eues puis qui sont très intéressantes à un niveau qui est plus peut-être clinique et terminer après ça avec notre projet justement qui s'en vient puis qui va comprendre les éléments que Anne-Marie et Francis ont mentionnés. Donc, quand on parle de recherche, la dame qui a présenté pour ce qui était la recherche, mais il y a souvent différents volets. Oui, il y a la clinique, OK, mais il y a aussi tout le volet qui est en arrière, qui a été fondamental. On appelle ça de la recherche fondamentale qui a permis d'élaborer des mécanismes d'action, des cibles, etc. Il y a la recherche translationnelle qui est un petit peu d'essayer d'amener ce qu'on a trouvé dans le fondamental pour l'amener au patient ou à la patiente. OK, c'est un petit peu la recherche translationnelle et il y a la recherche purement clinique. Je me disais, en recherche, c'est vraiment le temps de se dégourdir parce que je pense qu'on est dans un moment assez charnière dans l'évolution du cancer de l'ovaire. Puis, en tout cas, notre équipe se sent vraiment fascinée de participer à cet élan-là parce que vous allez voir que pendant longtemps, ça n'a pas bougé beaucoup. Je dois déclarer des conflits d'intérêts. Oui, je fais partie des comités, des conseils consultatifs pour différentes compagnies pharmaceutiques. Okay? Évidemment, c'est soit pour leur donner des avis, soit pour faire des publications, soit pour discuter des utilisations, etc. Et effectivement, dans ma présentation, je vais parler des deux produits dont Francis a mentionné, c'est-à-dire le olaparib qui est l'inhibiteur de PARP et le navitoclax, qui est le fameux médicament anti-sénescence, le sénolytique. Alors, si on retourne du côté clinique, qu'est-ce qui se passe? Les questions, c'est ça. Vous avez devant vous, en haut, dans la rangée du haut, une dame qui est pleine d'espoir. Puis les deux photos à côté d'elle, c'est évidemment son foutu cancer de l'ovaire qui se propage dans l'intérieur de l'abdomen. Et comme vous voyez, ça fait plein de petites bulles puis de petites lésions, etc. Puis évidemment, ça va nuire à son alimentation, tout ça. Fait qu'il faut vraiment se dépêcher à enrayer tout ça pour être capable de reprendre une qualité de vie. Maintenant, la réalité avec nos traitements, ici, je vais essayer de vous rendre familier avec les graphiques. Nous sommes ici en 1976. OK, je suis jeune étudiante en médecine dans ce temps-là. Et la survie cancer de l'ovaire, c'était à peine 8 mois. OK? À ce moment-là, on avait un seul médicament possible qui était du melphalan, que probablement vous n'avez jamais entendu parler tellement que c'est un vieux médicament. Et une fois qu'on l'avait épuisé, il n'y avait plus d'autre choix. Okay? Puis évidemment, les techniques chirurgicales étaient beaucoup moins avancées que maintenant. Tout doucement, on a eu des améliorations de survie. Ici, c'était l'épopée du cisplatin, qui est un petit peu le cousin du carboplatin. Après ça, on a eu l'avènement du Taxol, le fameux Taxol qu'on connaît maintenant, puis que, regardez, c'était dans les années 1996. Okay? En fait, Taxol a été homologué autant aux États-Unis qu'au Canada, décembre 1996. Okay? Fait que donc, vous voyez, ça fait longtemps qu'on traîne le vieux Taxol. Et par la suite, avec les Allemands, on a démontré que carboplatin était similaire en termes de résultats au cisplatin, mais beaucoup moins toxique. Alors, c'est devenu la combinaison classique, comme ça. Mais après ça, à ce moment-ci, on est en 2003. Et 2003, jusqu'à maintenant, ça fait quasiment 20 ans, nos survies ils ont quasiment plafonné, ça ne bouge pas. On essaie de faire plein de recherches, des combinaisons de médicaments, 3 médicaments, 4 médicaments, des transferts de moelle, l'immunothérapie, en tout cas, du n'importe quoi. Et on arrive jusqu'à tout récemment, OK, parce que mon graphique ici se termine en 2019. Jusqu'à tout récemment, il n'y a pas grand-chose qui a bougé. Vous allez voir, après ça, il y a un petit kick qui vient d'embarquer. L'autre chose qui a été importante dans notre historique du cancer de l'ovaire, vous êtes tous familiers avec les fameux gènes BRCA1, BRCA2 et même d'autres gènes maintenant qui sont importants dans le cancer de l'ovaire, puis je vais y revenir. L'autre question qu'on a réussi à comprendre, d'où vient le cancer de l'ovaire? La grande majorité des cancers de l'ovaire, faites attention, j'ai dit la grande majorité, ça va être surtout les cancers qu'on va dire séreux de haut grade, ça c'est notre numéro 1.
va venir en fait pas vraiment de l'ovaire. Si vous avez un ovaire et si vous avez la trompe de Fallope avec le petit bout frangé à la fin, en fait, ce cancer-là va commencer à l'intérieur de la trompe avec des changements dans le gène P53 dont Francis a parlé tout à l'heure. Et tranquillement, pas vite, ces cellules-là vont s'exfolier, exactement comme de la peau qui pèle, OK? Et aller se planter un peu sur l'ovaire, un peu dans le ventre, de sorte que quand on regarde une photo à l'intérieur du ventre avec en laparoscopie, mettons, il y a moyen de colorer qu'est-ce qui se passe. Vous êtes capable de voir plein de petits points comme ça évidemment, on ne les verra pas en échographie, on ne les verra pas au scan, on ne les verra pas en TEP scan, on ne les verra pas nulle part, OK? Sauf à ce moment-là avec des colorations spéciales. Alors, on voit qu'il y a plein de petites cellules cancéreuses flottantes dans le ventre, OK? Fait que ça, on a compris ça. Maintenant, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il y a peut-être une stratégie, OK, pour vos filles, vos nièces, vos cousines, tout ça, qui pourrait peut-être aider à prévenir le cancer de l'ovaire, celui de Madame Tout-le-Monde, OK? L'expérience a été faite en Colombie-Britannique il y a déjà 10 ans, OK, avec l'équipe de Diane Miller, OK? Et qui, avec cette théorie-là, comme quoi que le cancer de l'ovaire vient grandement de la trompe, a proposé différentes stratégies. Une stratégie, c'était, bien, écoutez, on peut enlever les trompes et les ovaires, OK. On peut également mettre une ligature des trompes, OK? Pour celles qui ont déjà eu des ligatures des trompes il y a 10, 15, 20 ans, bien, c'est fait comme ça. C'est avec la petite espèce de métal, OK, qui va être clippé sur la trompe. Ça s'appelle une ligature des trompes. Mais attention, probablement que la meilleure stratégie, c'est de carrément faire enlever la trompe. OK? Comme ça, tout ce qui est le potentiel ici de petites cellules cancéreuses va être carrément parti et on va fort possiblement diminuer le nombre de cancers de l'ovaire dans la province. Puis effectivement, ça fait 10 ans et cette année, l'équipe vient de publier, ils n'ont quasiment plus de cancer séreux de l'ovaire grâce à cette technologie-là chez les femmes qui ont évidemment eu la ligature des trompes. Okay? Fait que c'est quand même phénoménal. Maintenant, l'autre événement qu'on a connu beaucoup depuis 2013, Mme Angelina Jolie, on lui doit beaucoup. Elle est porteuse d'une mutation BRCA1 et pour la petite histoire, c'est une mutation qui est dite canadienne-française. Donc, on partage un petit peu quelque chose avec Mme Jolie, ne serait-ce que le petit côté francophone. Sa mère avait eu un cancer de l'ovaire. Elle est décédée il y a longtemps. Elle s'appelait Marchilda Bertrand, mais sa grand-mère habitait Montréal et s'appelait Angelina Leduc. Okay? Donc, Angelina Jolie a pris le nom de sa grand-mère pour faire son travail à la télévision puis dans les films. Alors, avec cet événement-là, avec toute cette publicité-là, ça a amené un gros boom pour que on sache que, oui, cette mutation-là dans ce gène-là est impliquée avec les cancers de l'ovaire, les cancers de sein. Donc, on a probablement une mission, OK, de tests génétiques pour arriver à vaincre le cancer de l'ovaire, du sein, puis chez les hommes, c'est la prostate. Donc, il y a eu beaucoup comment je dirais ça, on appelle ça des guides de pratique, OK, des règlements, OK, qui encouragent à ce qu'on propose de faire tester toutes les femmes qui ont un cancer de l'ovaire avec des tests génétiques pour justement permettre qu'on soit capable de travailler avec ces femmes-là et travailler avec leurs familles pour arriver à faire de la prévention. Ici, vous avez un exemple de tous les gros organismes américains, OK, NCCN, SGO, tout ça, ESMO. ESMO, c'est européen, et GOG, qui est canadien, OK? Du côté canadien, depuis 2016, on suggère que toute femme ait la chance de pouvoir être testée. Évidemment, on le propose. Ça se peut qu'une dame décide qu'elle ne veut pas se faire tester. Ça, c'est une autre chose. Ça va toujours être respecté. Mais néanmoins, la proposition va avoir été faite. Souvent, il y a eu beaucoup de mouvements dans la province de Québec. Okay? Nous sommes une société distincte, on peut dire. On se demandait toujours, oui, mais si je me fais tester, est-ce que mon assurance va me coûter plus cher? Est-ce que mon employeur va me mettre dehors parce que j'ai une mutation génétique, donc je suis plus à risque d'être peut-être malade, etc. Il y a eu aux États-Unis, dès 2008, OK, une loi qui protège de la discrimination génétique. Donc, interdiction dans tous les régimes de couverture de santé de se servir de la notion de mutation. Mais attention,
Un assureur ne peut pas vous demander est-ce que vous avez une mutation, mais par contre, il peut vous demander est-ce qu'il y a des cancers dans votre famille. Ça, c'est une autre question. Au Canada, la même loi a été passée, OK, c'était la loi S201, pour celles qui veulent le regarder, et on était en 2018. Évidemment, le Québec, toujours Société distincte, a décidé de s'offusquer contre cette loi-là. Et finalement, c'est juste en juillet 2020 qu'à la Cour suprême, ça a été conclu, mais finalement, que effectivement, on peut se faire tester en génétique et on ne pourra pas avoir peur de la discrimination dorénavant, seulement que depuis juillet 2020. De façon intéressante, okay, l'équipe qui nous reçoit ce soir a publié une étude tout récemment. Okay, c'est Alicia Tone, que parfois vous avez entendu ou vu dans les médias. Il y a eu une espèce de recensement, questionnaire fait auprès de femmes avec cancer de l'ovaire. Puis sachez qu'avec l'organisme, il y a énormément de femmes qui s'impliquent pour essayer de faire avancer la cause, OK, puis c'est bien. Alors, c'était des questionnaires qui étaient faits auprès de au-dessus de 500 femmes, OK, puis de toute province, OK, tout ça. Et intéressant, OK, je vous apprends que on a regardé, est-ce que le diagnostic de cancer de l'ovaire peut être retardé? Souvent, ce qui arrive, OK, dans les provinces classiques, si vous avez des symptômes, je ne sais pas moi, le ventre qui gonfle, mal au ventre, n'importe quoi, bon, bien, vous prenez un rendez-vous chez votre médecin de famille. Bon, ça prend un petit temps quand on en a un. Ensuite de ça, votre médecin de famille, s'il est un petit peu allumé, bien, va vous faire soit une échographie ou faire une prise de sang, etc. Bien, ça prend un autre mois, un autre 2 mois à avoir son rendez-vous pour l'échographie. Mais ce qui arrive au Québec, étant donné qu'il nous manque tellement d'accès aux médecins de famille, bien, madame a mal au ventre, elle s'en va à l'urgence, puis tout de suite, dans la même journée, elle a son scan, puis bingo, on a fait le diagnostic. Donc, comparativement aux autres provinces, parce que justement, on a peu d'accès aux médecins de famille, bien, ça nous a donné des bons chiffres, OK, pour montrer qu'en grande majorité, les diagnostics sont posés à l'intérieur d'1 mois. C'est quand même un peu bizarre, OK, mais c'est ça. L'autre chose qui est intéressante au niveau québécois, bien, c'est que la proposition de se faire tester en génétique est beaucoup plus élevée que dans les autres provinces. Je ne sais pas si on parle plus ou quoi, là, mais c'est un peu ça. Et l'autre chose, c'était aussi qu'au Québec, c'est là qu'on propose le plus souvent de pouvoir participer à des essais cliniques. Je veux dire, pour celles qui me connaissent, bien, vous le savez, dans la clinique, je suis un peu une fanatique. Je pense qu'il y a bien des services comme ça, c'est la même chose. On veut toujours essayer de proposer ça. Arrivent les tests génétiques, mais qu'est-ce que ça a donné? C'est vraiment merveilleux. Écoutez, ce sont des études qui ont commencé, je vous dirais, depuis peut-être à peu près 2012-2014 avec différents produits. Je vous nomme des noms que peut-être vous connaissez. Olaparib, Niraparib, ça fait partie de la grande famille des inhibiteurs de PARP que Francis nous parlait. Alors, vous avez un exemple de ces pilules-là. Elles sont offertes habituellement après une ligne de chimiothérapie à base de carboplatin. Alors, évidemment, au Québec, on a, avec le remboursement de la RAMQ, on a droit d'utiliser Olaparib chez les patientes qui ont des mutations BRCA. Et si, mettons, une patiente n'a pas de mutation, à ce moment-là, on a le droit de lui offrir le Niraparib. On pourrait aussi offrir le Niraparib à quelqu'un qui a une mutation. Donc, le Olaparib est peut-être un petit peu moins toxique, fait qu'on fait attention. Mais je vous amène un graphique, OK? Je veux dire, si vous êtes habitué à lire des graphiques de santé, OK, jamais on voit des courbes comme ça. Je vous l'explique. En rouge, vous avez les patientes, OK, qui prenaient les pilules d'un inhibiteur de PARP, celui-là, OK? En bleu, vous avez la survie des patientes qui prenaient le placebo. Hein? On vous a expliqué que souvent, en recherche, si on veut démontrer la supériorité de quelque chose, bien, il faut comparer soit avec le placebo, soit avec le traitement standard, OK? Et de façon vraiment spectaculaire, ça, ce sont des patientes qui avaient fini leur carbotaxol ici, OK? Et que là, après ça, les mois avancent. On est rendu à 12 mois, on est rendu à 24 mois. Dans cette étude-là, les patientes prenaient l'inhibiteur de PARP pendant 24 mois, donc elles arrêtaient ici. Puis celle-là ici qui était sur le placebo arrêtait toutes les pilules ici, on est à 24 mois. Et que se passe-t-il? La courbe reste quasiment pareille tout le long, même s'il n'y a plus de médicament qui est pris, et ne croise jamais la courbe d'en bas des gens qui sont sur placebo. Alors ça a été, c'est pour ça que mes courbes tout à l'heure de survie
sont arrêtés un petit peu à 2018 parce que maintenant, d'à peu près depuis ces années-là, on est capable d'offrir à nos patientes ce genre de médicaments-là une fois que les chimios sont terminés. Évidemment, c'est important de faire tester la patiente pour savoir à quel médicament on va pouvoir avoir accès. Mais c'est du jamais vu. C'est vraiment, là, vraiment spectaculaire. Donc, maintenant, c'est bien beau d'avoir accès à des inhibiteurs de PARP, OK, c'est bravo, on est content, mais il fallait savoir les utiliser parce que ce n'est pas des Smarties, OK, ce sont des médicaments qui peuvent avoir quand même leur lot de complications. Alors, pendant COVID, j'ai réuni les différents membres de Caperton à l'Université de Montréal, différents gynécologues, oncologues, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Ici en bas, on a Mélanie Arbour-Levert de Cité de la Santé, Marie-Hélène Auclair à Maisonneuve, Béatrice Cormier qui est au CHUM, Lara Deguerquet, Maisonneuve, Suzanne Fortin, Maisonneuve, et on avait aussi Vanessa Samuelian qui est au CHUM et moi-même. Évidemment, on s'est servi pour nous aviser, c'est-à-dire corriger les fautes qu'on aurait faites ou en tout cas amener des points de vue différemment. On s'est servi beaucoup de nos infirmières pivots. Ce guide d'utilisateur-là a fait le tour. C'est maintenant ce qui est utilisé au niveau pan-canadien pour permettre à ce que les oncologues, les infirmières pivots, les pharmaciens, tout ça, essaient de se dépêtrer avec les complications, tout ça. Donc, ça a fait le tour franchement, là, de l'étendue de ce qui se passe en clinique. Autrement dit, trouver un problème génétique ou non. Après ça, trouver un nouveau médicament qui aide beaucoup. S'assurer que ça va être utilisé de façon très sécuritaire. Je pense que ça a été une belle histoire là, pour l'avancement de l'ovaire. Alors, je reviens avec ma foutue courbe, OK? Alors, vous avez ici la progression, on en a parlé. Après ça, boum, le calme plat. 2002, puis vous pouvez l'étirer jusqu'à 2018, OK? Pardon. Vous avez les différentes étapes, là, le fameux vieux Melphalan qui ne faisait pas grand-chose, OK? Puis toutes les histoires qu'on a eues autour de toutes les années pour essayer d'améliorer. Il y a quelqu'un qui avait parlé de thérapie ciblée tout à l'heure, l'évacizumab, puis d'autres sortes de thérapies ciblées, on est encore pareil dans les mêmes lignes, OK? C'est pas drôle. Mais avec les inhibiteurs de PARP, bien, soudainement, hop, on change quelque chose. On commence à vraiment améliorer nos choses. Ce que ça fait dire, OK? Ça dit, écoutez, c'est pas nécessairement juste un don à la science, OK? On veut faire avancer les choses. Tu sais, Carbotaxol, là, je veux dire, depuis ce temps-là ici, là, OK? Depuis les années 2000 qu'on utilise ça, rien changé dans la routine. Je veux dire, on est resté pas mal calme plat, là, c'est pas très drôle, OK? Alors, c'est pour ça que c'est important d'avoir des gens qui vont participer à la recherche. Ce n'est pas tout le monde qui peut y participer. Les critères d'inclusion-exclusion sont difficiles. Des fois, il y a la distance. Des fois, il y a l'état de santé qui n'est pas bon ou en tout cas qui demande beaucoup, du transport, etc. C'est sûr que souvent, je regarde avec mes équipes, il y a des négatifs, mais il y a des petits positifs aussi. L'accès à une équipe de recherche, une infirmière de recherche, c'est drôlement facilitateur dans la vie. C'est sûr qu'on a beaucoup de bénéfices avec les infirmières pivots, mais l'infirmière de recherche est drôlement accrochée à sa patiente. Okay? C'est déjà des plus. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment se poser la question, est-ce qu'un projet de recherche est pour moi? Est-ce qu'il y en a pour moi? Comment on peut aider? Comment on peut s'impliquer, etc. Je vais essayer de mettre en action ce vidéo-là où j'ai une patiente, mais qui est devenue une amie avec les années, qui s'appelle Sylvie Hald et qui a été aux prises avec un cancer de l'ovaire. Attendez, je vais juste vérifier. J'espère que je ne vous donnerai pas YouTube à place. Ça, c'est, non, ça ne marche pas. Attendez. Non, c'est pas ce que je veux faire. Bonjour, je m'appelle Diane Provencher. Je suis gynécologue oncologue au CHUM et chercheur au CHU. Bon, j'ai le son, mais je n'ai pas l'image. J'ai 52 ans. Je suis survivante du cancer de l'ovaire et ça depuis 11 ans. On entend la vidéo, mais on ne la voit pas. À 39 ans, on m'a découvert un kyste à un ovaire. Pendant l'opération, il y avait un pathologiste. Ils ont découvert qu'il y avait du cancer. Et comme j'avais signé un consentement pour qu'on... Est-ce qu'on peut arrêter la vidéo? S'il y avait lieu. Attendez, je vais essayer... Bougez pas. Je vais essayer de le refaire.
Oui, ça va marcher. Bonjour, je m'appelle Diane Provencher. Je suis gynécologue oncologue au CHUM et chercheur au CHU. Diane Provencher. Bonjour, je m'appelle Sylvie Alt. J'ai 52 ans. Je suis survivante du cancer. J'ai 52 ans. Je suis survivante. On n'entend pas très bien, en fait. Il y a beaucoup d'écho et on ne voit pas la vidéo. Sauf qu'à 39 ans, on m'a découvert un kyste. On m'a découvert un kyste. Ah ouais? On a un petit problème technique. Écoutez, je vais vous épargner ça. Moi, je vois l'écran comme il faut. Je vois Sylvie, tout ça. J'aurais voulu partager. Sylvie, c'était en 2008. Elle avait une forme de cancer de l'ovaire qui n'était pas celui qui commence à partir de la trompe, mais celui qu'on appelle la cellule claire. Et elle avait participé à un projet de recherche dans ce temps-là. Je ne veux pas dire que c'est parce qu'elle a participé à un projet de recherche qu'elle est nécessairement en vie. Là. Je ne veux pas aller faire cette association-là, mais veux pas, ça a permis d'explorer des stratégies différentes puis qui ont permis justement qu'elle s'en sorte bien. Alors, c'est un petit peu un matériel, mais ça, ce scénario-là, vous pouvez l'avoir sur les documents là, de Cancer Canada. Attendez, je vais être obligée d'aller chercher Anne-Marie. Alors, de participer à de la recherche, en effet, ça nous permet d'innover. Il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure que ça nous permettait d'avoir accès à des nouveaux médicaments, mais j'irais probablement une étape plus loin. Ça nous permet d'avoir accès à des médicaments de demain. Okay? Autrement dit, si je vous ramène à votre bon vieux Taxol que la majorité d'entre vous doit connaître, Taxol a été homologué, comme je vous ai dit tout à l'heure, en décembre 1996. Mais je peux vous dire qu'à l'hôpital Notre-Dame, on l'utilisait déjà en 1992 en projet de recherche. Okay? On faisait ça avec les Américains. Donc, ça veut dire que toutes ces patientes-là, de 1992 à 1996, ont pu en bénéficier avant même que ce soit sur le marché, tout ça. Fait que des fois, on fait des bons coups, pas toujours, OK? Mais ça nous permet vraiment d'ouvrir une porte à ce qui va être donné demain. Alors, on a vu aujourd'hui que c'est important d'avoir accès à des échantillons des patients, que ce soit du sang, que ce soit de la tumeur. C'est important pour être capable de faire des découvertes, OK? Puis d'amener ça, après ça, dans le modèle de souris, etc., pour arriver effectivement à OK, on a un nouveau traitement. C'est un petit peu là qu'on s'en va avec notre projet ES2. OK, c'est 2 petites pilules. Alors, tout à l'heure, Francis et Anne-Marie ont comme parlé un peu en même temps, là, chacun de leur aspect. C'est un projet de recherche qui, ça fait au moins quasiment 2 ans qu'on travaille sur la paperasse, c'est aller chercher le financement, aller obtenir l'approbation, aller chercher auprès des compagnies qui vont nous aider à fournir ce médicament-là, pour d'abord, comme on a expliqué tout à l'heure, permettre aux cellules d'être testées avec le olaparib et après ça, une fois qu'elles ont été en action, bien là, ajouter le sénolytique, okay, l'antivieillissement, si on peut dire, OK, pour permettre à ce que cette cellule-là, au lieu de se réparer, bien, finisse par mourir et être capable d'empêcher de faire avancer la maladie. Alors, cet essai-là, ça va être une phase 1, OK, qui va être faite dans 3 centres. OK? Hélène McKay, qui est à Sunnybrook, à Toronto, nous autres au CHUM, Stéphanie Lheureux, qui est au Princess Margaret de Toronto. Fait qu'on a fait une espèce d'équipe. Puis évidemment, c'est une équipe c'est vraiment une équipe, OK? Parce qu'on a tout, je vais vous montrer tout à l'heure, le groupe qui travaille en fondamental, OK, qui va continuer à aller faire parler notre essai clinique comme il faut. Le financement s'est fait via ce groupe-là, le Exactis Innovation. Puis évidemment, on a eu l'aval de Cancer de l'ovaire Canada, puis on est bien content parce qu'une fois que la phase 1 va avoir été complétée, s'il y a des beaux résultats, on va passer en phase 2, OK? Donc, avoir accès à plus de patientes, OK? Ça va s'adresser aux patientes avec cancer de l'ovaire, mais aussi aux patientes qui ont des cancers du sein qu'on dit triple négatif, ce qu'on voit souvent chez les patientes BRCA1. Il y a des critères d'éligibilité, c'est toujours assez rigide.
Comme dans ce cas-ci, les cancers de l'ovaire, non, ce n'est pas des cancers à cellules claires, ce sont les cancers séreux de haut grade. Les cancers de sein, ce n'est pas n'importe quel, c'est celui qui est triple, ce qu'on appelle le triple negative breast cancer, qui a soit une mutation dans la tumeur ou une mutation dans le sang, dans ces gènes-là exactement. Fait qu'il y a vraiment des choses. Statut de performance, c'est important, ça veut dire est-ce que madame est en forme ou pas? OK? Évidemment, quelqu'un qui a fait, j'exagère, 3 crises cardiaques la semaine passée, plus un embolie pulmonaire, plus ci, plus ça, ne sera pas très en forme pour aller dans des essais thérapeutiques comme ça. Alors, c'est ce qu'on va essayer d'avancer. La façon, donc, la phase 1. Une phase 1, c'est très précoce. Hein? On vient juste de finir d'essayer de travailler sur les souris, etc. Puis là, boum, c'est dans l'humain. Donc, au tout début, pendant 14 jours, les femmes vont prendre le olaparib pour, en bon français, primer les cellules, on peut dire, c'est les rendre qui soient capables de répondre. Ensuite de ça, on va ajouter le navitoclax, qui est l'anti-sénescence ou le sénolytique. Évidemment, quand on commence des études comme ça chez l'humain, on commence avec des petites doses, OK? Parce qu'on veut être certain que la combinaison ne fera pas mal aux patientes, tout ça. Donc, on commence très, très bas et au fur et à mesure, on va se trouver à augmenter. Autrement dit, les premières 3 patientes, on va vérifier qu'il n'y a pas eu d'effet majeur, qu'il n'y a pas eu de méchanceté, pour après ça, en ajouter 3 autres, OK, qui vont monter en palier. Ici, vous avez un exemple des paliers, des doses, OK, qui vont permettre justement d'augmenter les doses jusqu'à temps que ce soit non tolérable, OK? Et c'est comme ça qu'on détermine les doses. Vous savez, le fameux Taxol à 135 mg mètre carré, ça a été décidé comme ça. Ça a été décidé des essais. Ça avait commencé tout doux, tout bas, puis après ça, monter. Ah, trop toxique, bang, on redescend d'un niveau pour être capable de dire, ça va être la dose qui va être acceptable. Lié à l'étude, il y a des procédures où nos fondamentalistes, il y a Francis qui est au CHUM, puis Andrew qui est à Toronto. Alors, il va y avoir évidemment de recrutement des patients. Puis après ça, en début, les patientes vont avoir une biopsie nouvelle, une biopsie fraîche, plus du sang. Puis en cours de traitement, à différents temps, il va y avoir une autre biopsie juste avant de commencer, c'est-à-dire tout de suite après le fameux olaparib, puis il va y en avoir un autre à la fin. Alors, que pendant l'étude, dans les différents cycles, il va y avoir des échantillons de sang aussi qui vont être prélevés puis mis en banque, OK, pour pouvoir continuer à étudier puis voir l'effet de notre traitement, OK, sur les patients. C'est vraiment comme ça que ça se passe, OK, dans tous les médicaments. Vous appelez n'importe quel médicament, il n'y a rien qui arrive par hasard, OK? Alors, c'est évidemment l'équipe, OK, puis je leur dis un gros merci parce qu'ils m'ont enduré pendant ces 2 ans-là à essayer de pousser pour ça, puis surtout Francis puis Anne-Marie qui ont été vraiment les initiateurs en fondamental de ça. Ici, ça, c'est Hélène McKay qui est à Toronto, c'est Stéphanie Lheureux qui est à Princess Margaret. Ça, c'est Andrew qui est le jumeau de Francis, OK, mais dans la version torontoise. Geneviève Saint-Onge qui nous a aidé énormément là, pour faire toutes les paperasses puis tout ça, puis être sûr qu'on faisait ça comme il faut, puis que dans les règles de l'art. Alors ça, c'est notre équipe. Je peux vous dire qu'au Canada, on est très actif par rapport à la recherche en cancer de l'ovaire. Ce n'est pas des blagues, c'est vraiment sérieux. Et je voulais souligner en même temps, il y a d'autres gens qui sont actifs aussi d'une façon indirecte, mais c'est la philanthropie. Philanthropie, ça veut dire aider l'humain, OK, d'une certaine façon. Et je vous présente juste certains des membres qui font partie qui font ou qui faisaient, parce qu'il y en a là-dedans qui sont décédés malheureusement, de nos initiatives pour essayer de ramasser des sous pour le cancer de l'ovaire. C'est justement en fin de semaine, on était au-dessus de 200 bolides comme ça s'appelle des spiders, pour essayer de ramasser des fonds pour le cancer de l'ovaire. Et vous avez parfois Mme Chagnon qui fait des bijoux, okay, qui est orfèvre, qui fait le bijou de l'année pour le cancer de l'ovaire également. Fait que c'est une autre façon d'être actif, OK, pour comme les 4 visages que vous voyez là, c'était des patientes. Ici, vous avez peut-être reconnu Sylvie Moreau avec sa jumelle qui est décédée de cancer de l'ovaire. C'est une façon d'être proactif dans la vie puis de poursuivre l'initiative. Fait que je vous remercie. J'ajouterais peut-être un petit détail. Il y a quelqu'un qui a mentionné l'immunothérapie. Je voyais la question venir, OK? Et le problème avec l'immunothérapie en ce moment en ovaire, c'est que
le produit va aller dans les veines et faire un appel de globules blancs, de lymphocytes, OK? Mais ça va plugger les vaisseaux. Fait que ça ne se rendra pas dans la tumeur, OK? Fait que c'est pour ça qu'on a un petit peu de misère en ce moment. Mais on est à travailler avec des stratégies où il y a d'autres équipes qui travaillent sur ça aussi pour essayer de rendre cette stratégie-là acceptable puis efficace. Je vous remercie. Alors, s'il y a des questions, ça va me faire plaisir. Surtout, merci d'être là. Ça nous fait plaisir. Merci à toi, Diane. Merci, Diane, Francis et Anne-Marie. C'était très intéressant. Merci pour votre passion et votre expertise. On a plusieurs questions. Alors, en fait, on a un pêle-mêle de questions. Je vais poser la question et peut-être la personne qui se sent la plus à l'aise pourrait répondre. Alors, Commençons par le début. Alors, quelqu'un nous demande comment avoir accès à Navitolax. En fait, essayez pas d'y avoir accès tout seul de même parce que ça ne marche pas tout seul. OK? Fait que vous êtes mieux d'aller dans un... Il y a un papier qui vient juste de sortir la semaine passée sur ça. OK? Fait que Navitoclax tout seul ne marche pas. Olaparib marche pendant un bout de temps. OK? Mais là, nous autres, ce qu'on veut faire, c'est les mettre les deux ensemble. OK? Pas juste ça, c'est un médicament qui a quand même assez de toxicité au niveau des plaquettes. Il faut vraiment faire ça de façon sécuritaire pour ne pas qu'il arrive des accidents. OK, parfait. Alors, quand on a déjà pu bénéficier de l'Olaparib, est-ce qu'éventuellement, dans le futur, il y aura un avantage à prendre un deuxième médicament ou est-ce que c'est impossible de déterminer d'avance? Dans l'étude, on a prévu que les gens qui avaient déjà eu un inhibiteur de PARP, que ce soit Olaparib ou les autres, OK, c'était permis, OK, de participer. Fait que ça, c'est déjà ça parce qu'on s'en va avec une stratégie un peu différente, OK, la combinaison. Il y a des études en cours en ce moment on les appelle les PARP after PARP, OK, autrement dit, des gens qui vont avoir eu des inhibiteurs de PARP et tout ça. Il y a des nouveaux inhibiteurs de PARP qui sont en train de sortir avec des efficacités différentes. Il y a des combinaisons. Durant les 2 dernières années, on avait des projets de recherche où, essayez d'imaginer ça, là. Vous êtes en première ligne de chimio, ça se peut que vous ayez eu votre chirurgie ou vous allez l'avoir. Alors, on va vous donner du carbotaxol, plus un inhibiteur de PARP, plus une immunothérapie et des fois plus Avastin en même temps. Tout à la même personne en même temps. Ça a été fait via 3 études. Les conclusions devraient arriver d'ici 6 mois, 1 an. Fait que je ne sais pas comment on va faire socialement pour le permettre parce que, comme vous savez comme moi, que c'est excessivement dispendieux, toutes ces thérapies-là. Mais en tout cas, c'est à suivre. Il y a de la recherche à ce niveau-là, justement, là, des combos, ce qu'on peut dire. On suit ça de près. Il y a quelqu'un qui demande, qui dit félicitations, le projet est super intéressant. Comment qu'on ferait pour y participer? Est-ce que les gens peuvent participer? Est-ce qu'il y a des étapes à suivre? Est-ce que c'est complet? Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose, Anne-Marie ou Francis. Oui, c'est surtout pour savoir comment est-ce qu'on peut être recruté à cette étude-là. Oui, exact. Désolée, je n'étais pas claire. Diane, ce n'est pas tout le monde qui peut... ils peuvent être référés d'un autre centre, mais ils peuvent être parmi les patients du CHUM ou des patients de Sunnybrook ou de PMH. Mais comme Dr. Provencher a dit, il faut qu'ils répondent aux critères d'inclusion. Donc, d'habitude, ce qu'on fait, c'est que si un médecin pense que quelqu'un est éligible, il va le référer à l'équipe clinique, celle de Diane. Puis après, cette équipe-là va vérifier si bel et bien la patiente est éligible à l'essai clinique. OK, parfait. Merci pour la clarification. Une autre question. Est-ce qu'une femme atteinte du cancer de l'ovaire type bas grade qui est considérée temporairement stable devrait attendre de voir une progression de la maladie avant de faire recours à des études cliniques ou est-ce qu'une maladie avancée justifie recours pour prévenir une progression? Donc, est-ce qu'il y a un meilleur moment pour participer à un essai clinique? La maladie de bas grade, OK, c'est une maladie un peu particulière. C'est parce qu'elle ne répond pas bien en chimio, OK? Habituellement, évidemment, si votre maladie est stable, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de progression, mais ça ne donne rien de prendre des traitements, OK? Par contre, il y a plusieurs patients qui
au début, avait une maladie un petit peu avancée, il y a eu une chirurgie, il y a eu des traitements, puis là, des fois, avec des anti-hormones, un peu comme dans le cancer du sang, vous savez, les fameux tamoxifènes, tout ça, vont être très, très efficaces en cancer de bas grade. Mais à un moment donné, il arrive où est-ce qu'on a épuisé toutes les sortes d'anti-hormones, puis on y est revenu, puis on a réessayé, tout ça. Là, c'est là qu'à un moment donné, on était un peu face à un cul-de-sac. Et tout doucement, il commence à y avoir des nouvelles molécules, ce sont des molécules ciblées qui se sont développées. Je pense au trametinib, je pense aux anti-MEK, okay, mais qui sont passablement toxiques en ce moment. Okay? C'est très, très toxique. Okay? Fait que donc, on ne prendra pas ça juste pour le plaisir, ça c'est certain. Mais évidemment, quand on a tout épuisé les autres, bien évidemment, puis s'il y a une progression, bien, il y a accès à ce médicament-là hors études, puis il y a des études qui sont en préparation, le projet RAMP, R-A-M-P, qui est en préparation en ce moment pour ça. Fait que donc, c'est ça, c'est des situations très particulières. Ce cancer-là n'est pas comme les autres. Là. Merci. Une autre question. Si on arrête après 2 ans les PARP, le taux de survie diminue. Est-ce qu'on peut poursuivre plus longtemps les PARP pour le RAD51D? En première ligne, là, je veux dire, une fois que vous avez eu votre première ligne de chimio, carbotaxol, la maintenance qui va se faire après, le design avait été fait comme ça. Okay? C'était 2 ans pour olaparib, 3 ans pour le niraparib. Okay? Il y avait des inquiétudes au début de la part des compagnies parce que comme c'est des molécules qui jouent un petit peu avec l'ADN, bien, il y a eu beaucoup de craintes à savoir est-ce que ça va faire en sorte que quand la maladie revient, est-ce qu'elle va être drôlement sérieuse ou encore ne répondra plus du tout aux autres chimios? Okay? Fait que c'était la crainte. Ou encore, est-ce que la personne va développer une leucémie? Okay? C'est pas mieux, là. Fait que donc, il y a ces craintes-là qui ont fait que il y a des patientes qui sont encore sur ça. C'est sûr que quand nos médicaments sont payés par la RAMQ, ils vont vous arrêter après 2 ans pour l'olaparib puis 3 ans pour l'autre. Maintenant, le tarif pour payer ces médicaments-là, si vous étiez aux États-Unis, ce serait 14 000 par mois. OK? Fait que des fois, il y a certaines considérations qui sont là. Mais la prémisse que vous avez dit dans la question disait que quand on arrête de le prendre, la survie descend pas beaucoup. Hein? La courbe est vraiment presque plate. Il y a comme un 5 % seulement qui descend. C'est sûr qu'on ne veut pas qu'il n'y ait personne. Okay? Mais c'est ça, il faut balancer la toxicité et tout ça. Là, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident de trouver l'équilibre. Alors, comment pouvons-nous stimuler le système immunitaire qui est souvent affaibli par la chimiothérapie? Je ne sais pas qui pourrait répondre à la question. Bien, je veux dire, le système immunitaire va se rétablir à la fin d'une chimiothérapie tranquillement, quand les globules blancs vont... parce que les autres, puisqu'ils se divisent rapidement, ils sont souvent aussi attaqués par la chimio. Donc, souvent, les effets toxiques qu'on va voir, pas toutes, mais ils sont reliés au fait qu'on a des cellules normales qui se divisent rapidement. Donc, on pense aux cheveux, on pense aux cellules qui se trouvent dans l'intestin. Puis on parle des globules blancs qui font partie du système immunitaire. Et lorsqu'on l'arrête, tranquillement, ces niveaux-là vont se rétablir. Au niveau de l'immunothérapie, je veux dire, il y a des stratégies différentes qu'on peut penser. Il y a des gens qui essayent de développer des vaccins anticancéreux. Il y a un des groupes qui est soutenu par l'initiative Orcan, c'est de vraiment avoir une stratégie où ils peuvent, un peu comme on l'a fait avec COVID, d'avoir un vaccin qui va cibler la cellule cancéreuse parce qu'elle est différente d'une cellule normale. Donc, il faut trouver ces différences-là. Il faut apprendre au système immunitaire de les reconnaître. Puis ensuite, le système immunitaire va faire son travail puis éliminer la tumeur. Mais c'est ça l'idée derrière cette stratégie-là. Donc, ce n'est pas juste des immunitaires, de la suppression, mais aussi, on a des stratégies pour stimuler le système immunitaire. Il y a des fois, il y a des questions par rapport à l'alimentation, l'exercice, tout ça, tu sais, puis
on voit des fois, il y a des courants, OK, qui passent puis qui disent, ah, ben manger telle affaire, ou à un moment donné, c'est la diète céto, à un autre moment donné, c'est une autre affaire. C'est étonnant, c'est malheureux, il n'y a pas de preuve encore qu'aucune de ces diètes-là fonctionne. On avait un congrès justement il y a 2 fins de semaine où il y avait des gens qui se penchaient à ces questions-là, parce qu'il y a plein de questions en recherche. Hein. Et on voyait que la cellule graisseuse, je veux dire, la cellule tumorale a un appétit vorace pour une cellule graisseuse. Bon, est-ce que CETO a du bon sens? Peut-être pas, mais c'est peut-être. OK? Il n'y a pas eu d'étude qui a été faite pour dire si tu manges CETO, ben, tu vas juste faire pousser ton cancer plus vite. OK? Non, c'est pas vrai. OK? La même chose, exercice. Bien, exercice, c'est sûr que l'exercice modéré, ça va faire du bien à tout le monde. Mais c'est sûr que si tu as eu un cancer d'ovaire, tu es en chimio, ça se peut que tu sois fatigué, ça se peut que tu ne sois pas, ou que ça se peut que tu dors mal. À ce moment-là, tu ne seras pas en top shape pour aller faire de l'exercice. Fait que, tu sais, il y a de la modération à y avoir, mais malheureusement, on n'a pas de magie, il n'y a pas de petit bâton magique. Là. On mange, je ne sais pas moi, 4. Tu sais, le sucre, c'est un autre sujet aussi. Tu sais, fait qu'on on nage un petit peu dans l'inconnu, malheureusement. Oui, c'est toujours des questions qui sont difficiles à répondre. Oui, excuse-moi, vas-y, Francis. Bien, juste ajouter un commentaire par rapport aux études cliniques, parce que dans l'étude qu'on propose aussi, ES2, il y a des échantillons sanguins qui vont être collectés à différents moments. Puis on a déjà des projets où on essaie de comprendre justement l'activité du système immunitaire. Fait que d'avoir des bonnes biobanques, des bonnes données sur les modes de vie des patientes, on pourrait peut-être justement poser ce genre de questions-là. L'impact de la diète sur l'immunosénescence ou l'activité du système immunitaire. Fait que c'est possible, mais ça aussi, c'est relié vraiment à avoir des bonnes biobanques et une bonne participation dans des projets de recherche. Merci pour le complément d'information. En fait, c'était une question qui revenait aussi, comme est-ce qu'il y a des produits naturels qui sont bénéfiques ou nuisibles pour une femme qui vit avec le cancer de l'ovaire, mais je pense que vous avez très bien répondu à la question. On ne le sait pas. Il n'y a comme pas assez d'études qui peuvent nous indiquer s'il y a des produits naturels qui seraient bons ou non. J'ai plusieurs questions qui reviennent concernant la ligne du temps à propos de l'étude ES2. Est-ce que c'est commencé? Quand est-ce que ça finit? Ça dure combien de temps? Est-ce qu'on pourrait élaborer un petit peu sur ça? Ça fait plusieurs mois qu'on gosse, comme on dit. En bon québécois, on gosse. Oui, c'est ça. Essayer de finir par finir. C'est quand c'est pas les bureaux d'éthique, c'est les bureaux de ci, les bureaux de ça. Puis d'harmoniser Toronto et Montréal, OK, c'est une autre paire de manches au niveau politique, au niveau ça. Mais je pense je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais j'ai l'impression qu'on arrive au bout de nos efforts, là, puis que, écoutez, à chaque fois, on se dit, ah, ben là, ce mois-ci, on va être capable de commencer. Fait qu'il n'y a pas eu de patient numéro 1. C'est certain qu'à chaque fois que j'ai une patiente dans ma clinique, je regarde, pourrait-tu être éligible? Puis, tu sais, j'ai hâte, OK, c'est pour être capable de le proposer. Mais j'ai comme l'impression que d'ici probablement 2-3 mois, la phase 1 est relativement courte, OK, parce que c'est un petit nombre restreint de patients qui vont, comme 3 par 3, là, comme on a vu, qui vont faire monter les doses, OK, jusqu'à temps qu'on arrive à la dose acceptable. Puis après ça, une fois qu'on va avoir trouvé la bonne recette, OK, à ce moment-là, on va partir dans une phase d'expansion, si on peut dire, avec la phase 2, où là, beaucoup plus de patients vont pouvoir être éligibles à ce moment-là. Mais participer à une phase 1, là, vous savez, je ne sais pas si vous avez vu le nombre de fois qu'il va y avoir des piqûres pour prendre des bouts de sang, des bouts de tumeur, des ci, des ça. Il faut vraiment être dédié. Hein? C'est un don à la science, mais en même temps, on essaye de faire avancer les choses aussi. Merci. Il y a quelqu'un qui vous demande, en fait, est-ce qu'il y a eu des progrès en termes de diagnostic? Anne-Marie, si tu veux parler de nos voisins. Je veux dire, c'est un domaine où on est excessivement déçu d'un manque de progrès. Je veux dire, à chaque fois qu'on a vu des publications de gens qui annoncent qu'ils ont une nouvelle stratégie pour le dépistage précoce, pour essayer de rapidement identifier les femmes qui ont le cancer de l'ovaire, parce qu'on sait si on le diagnostique plus tôt, on a un meilleur sort. Mais jusqu'à date,
on n'a vraiment pas de succès. Par contre, il ne faut pas perdre l'espoir parce que nos techniques de biologie moléculaire, ce qu'on appelle des biopsies liquides, donc étudier les molécules qu'il y a dans le sang, commencent à être très performants, puis on est capable de trouver des choses qui sont très, très rares, qui auraient été impossibles d'identifier il y a 15 ans passés, mais parce que notre technologie s'est tellement raffinée, on est capable de voir ces événements rares-là qui pourraient nous donner des indices. Donc, on commence à avoir une nouvelle vague de publications sur des gens qui proposent des nouvelles stratégies, surtout liées à des biomarqueurs au niveau du sang, pour faire un dépistage plus précoce. Mais à ce moment-ci, ça reste encore très théorique, puis il n'y a pas eu d'essai d'assez grande pour démontrer que oui, c'est une stratégie gagnante. Parce qu'il faut comprendre que le cancer de l'ovaire, c'est un cancer très rare. Okay? Donc, si on a un test qui donne ce qu'on appelle des faux positifs, qui dit « Ah, je pense que vous avez un cancer », puis on fait plein d'interventions, mais finalement, ce n'était pas un cancer, on fait beaucoup plus de mal qu'on fait de bien. À l'inverse, si on a des faux négatifs, ça veut dire que le test n'a pas réussi à prédire qui avait un cancer de l'ovaire, mais ça veut dire que finalement, ces gens-là échappent au test, puis peut-être ne se font pas investiguer plus de façon approfondie parce que le test est erroné. On a vu ça on a vécu ça un peu dans la COVID. Les gens commencent à comprendre que des fois, le test COVID, il n'est pas bon. Je l'avais, mais il m'a donné que c'était non. Puis des fois, je fais un test rapide, ça te dit oui, mais finalement, quand je fais le PCR, c'est non. Donc, c'est un test qu'on veut faire à l'échelle de la population, elle doit être extrêmement spécifique. Merci beaucoup. On a beaucoup de gens dans les commentaires qui veulent participer à l'essai clinique, donc un bon échantillon peut-être pour le recrutement. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce que les patientes à l'extérieur du Québec, donc Ottawa par exemple, peuvent participer à l'essai? On a l'Ontario, là. Je veux dire, Toronto va avoir 2 centres, fait que ça va être bien. C'est ça. C'est sûr que, je veux dire, si l'étude de phase 1 va rapidement, bien, l'étude de phase 2, on va pouvoir l'étendre plus large aussi. Là. Je veux dire, dans le fond, il faut prouver nos choses, puis après ça, partir en grande. Vous savez, ça coûte énormément cher faire des essais cliniques. OK? Fait qu'on ne peut pas se tromper. Il faut vraiment y aller avec les règles de l'art. C'est important. Absolument. Et là, on a une question peut-être un peu plus d'ordre général, mais à quel moment est-ce que vous décidez d'enlever les horaires suite à un diagnostic? De mutation, probablement, vous voulez dire? Oui. OK. Bien, écoutez, avec les années, on a appris, OK? Les patientes qui ont des mutations BRCA1, OK, on va leur proposer dès l'âge de 35 ans. Évidemment, si la dame n'a pas eu ses enfants, on va commencer à prioriser les enfants en place, OK? Mais dès l'âge de 35 ans, c'est permis. Pourquoi? Parce que le cancer d'ovaire chez les femmes BRCA1 survient un petit peu plus tôt que Madame Tout-le-Monde, OK? Fait que, donc, on veut s'y prendre à peu près 5 à 10 ans plus jeune que l'âge où la majorité arrive, OK? Si on a un BRCA2 comme mutation en place, ça va être plus vers 42-45. Maintenant, si on va dans d'autres gènes, OK, comme le RAD51C, D, BRIP1, il y en a quelques-uns comme ça, ben, c'est plus du 45-50 ans. Fait qu'évidemment, ça ne sonne pas la même chose. OK? Enlevez vos ovaires à 35 ans, bien, vous allez tomber ménopausé tout de suite. Là, OK? Tandis que 50 ans, c'est un petit peu moins difficile. C'est là qu'on s'est rendu compte que finalement, à moins d'avoir un cancer de sein, il n'y avait pas vraiment de problématique à offrir de l'hormonothérapie pour celles chez qui c'était difficile. OK? Fait qu'il ne faut pas en avoir peur. Maintenant, plus que ça, il y a des études qui commencent à sortir comme quoi, si les femmes ont eu leur ovaire enlevé avant l'âge de 45-48 ans, ne prennent pas d'hormones, de façon bizarre, à cause des problèmes cardiaques et autres, ces femmes-là survivent moins longtemps. Bien, il y a un petit décalage, OK, par rapport à celles qui vont prendre de l'hormonothérapie. Évidemment, BRCA, comme vous le savez, la mutation va conférer aussi parfois des risques de cancer du sein. Fait que c'est sûr que si on a affaire à une patiente qui a déjà fait un cancer du sein, bien là, on ne peut pas lui offrir ce genre d'hormonothérapie. Merci pour la précision. Je vais prendre une dernière question. Donc, est-ce que les cellules inflammatoires créent de l'acide et un gros ventre comme symptôme?
C'est ça la question. Je sais pas si... Ouais. Je sais pas. Anne-Marie, on a travaillé longtemps dans l'acide, je ne sais pas si tu veux. On a travaillé longtemps dans l'acide, puis je veux dire, c'est plutôt une question de tu sais, le liquide, oui, c'est un liquide inflammatoire. À l'intérieur de ce liquide-là, on va trouver des cellules cancéreuses, on va trouver des cellules mésothéliales, on va trouver des cellules, des globules blancs. Mais souvent, pourquoi est-ce qu'on voit une acide? C'est pas tous les cancers qui vont donner un acide, puis c'est plus probablement un effet sur les vaisseaux, qu'il y a une certaine perméabilité, puis que ça donne un liquide intrapéritonnéal. Je ne sais pas si tu veux compléter, Diane. Ou... Ben, c'est ça, c'est souvent, est-ce que c'est parce que les vaisseaux sanguins sont comme bloqués ou pas? Est-ce que la pression fait que c'est bloqué ou pas? Il y a certaines, c'est pas tous les cancers de l'ovaire, effectivement, c'est à peu près un tiers qui vont produire de l'acide. Des fois, on en produit en début de la maladie, puis plus tard dans la maladie, on n'en fait pas, puis vice-versa. Il y en a qui vont commencer à en faire juste plus tard, OK? Fait que c'est un liquide, OK? On appelle ça un exsudat. Donc, c'est pas juste de l'eau, OK? C'est vraiment du liquide plus des globules puis des cellules, comme Anne-Marie l'a mentionné. C'est probablement une façon de la tumeur de s'auto-alimenter en même temps parce que c'est très, très riche en protéines. De fait, les gens qui font beaucoup d'acide à répétition, on voit que leur niveau de protéines dans le sang descend beaucoup au départ de la tumeur qui se nourrit et qui en profite. OK? C'est pas facile. Merci. OK, là, une dernière promis, parce qu'elle fait suite à la question précédente sur faire enlever les ovaires. Mais si on n'a pas de mutation, mais qu'on a un diagnostic du cancer, à quel moment décidez-vous d'enlever les ovaires? Si j'ai un cancer de l'ovaire, puis que j'ai pas de mutation. Bien, je les enlève hier. Dans le fond, écoutez, si j'ai un cancer, mais on ne parle pas d'avoir un cancer de côlon ou un cancer de la gorge ou un cancer de ci ou de ça. Là. Mais s'il y a un cancer sur mes ovaires, ben, je ne pense pas que c'est sage de les garder. OK, donc dans peut-être que je comprends mal la question. Là, OK. Bien, c'est ça. Moi, j'ai la question telle que je la vois. Donc, dans aucun cas, au moment d'un diagnostic du cancer des ovaires, on va garder les ovaires. Dans tous les cas, on va les enlever. Écoutez, la seule chose que je vois, c'est si, mettons, on est mal en point. OK? Fait que donc, il y a un diagnostic de cancer de l'ovaire qui va être posé soit avec une biopsie en radiologie, soit une simple laparoscopie. Mais comme mon état nutritionnel est tellement poqué, j'ai plein d'acide, ça fait 1 mois, je ne suis pas capable de manger. J'ai eu des infarctus il n'y a pas longtemps, des embolies pulmonaires, n'importe quoi qui font que j'ai des comorbidités qui sont très importantes. Bien, une fois le diagnostic posé grâce à la biopsie, là, on va commencer à traiter avec de la chimiothérapie d'abord, quelques cycles, et après ça, quand la personne va s'être restructurée un petit peu en meilleure santé, là, on va procéder à la chirurgie définitive. Là. Merci beaucoup. Donc, c'est tout pour les questions. J'aimerais vraiment prendre un moment pour remercier vous trois pour votre passion et votre expertise. Je pense qu'on a tout apprécié les présentations de ce soir. Alors voilà ce qui clôt notre forum de recherche de cancer de l'ovaire Canada. Nous espérons que vous avez trouvé les séances utiles et instructives et que vous avez ressenti la passion et le dévouement de ces experts qui travaillent tous à la réalisation de notre vision commune, aider les personnes atteintes du cancer de l'ovaire ou à risque de le contracter à vivre pleinement, plus longtemps et mieux. Le chemin à parcourir exige une force de frappe accrue et nous sommes convaincus que notre communauté de chercheurs, de supporters, de familles et d'amis saura relever le défi. Nous avons fait trop de chemin pour nous arrêter ou même ralentir. Donc, merci de votre soutien et de la poursuite des progrès contre cette maladie. Merci pour votre confiance en cette équipe. Sans vous, les événements comme celui-ci et les progrès ne seraient pas possibles. Ceci étant dit, on a encore besoin de vous. On veut savoir ce que vous avez pensé de l'événement. On veut avoir vos commentaires, vos suggestions. Alors, prenez quelques minutes de votre temps si vous avez du temps ce soir pour remplir le formulaire d'évaluation. On va mettre le lien dans la boîte de clavardage. Sinon, vous allez aussi le recevoir par courriel dans les prochains jours. Vos réponses nous aident vraiment à façonner nos futurs événements et nous assurer qu'on vous offre une programmation adaptée à vos besoins.
Comme je l'ai mentionné au début, les enregistrements des séances de ce soir seront disponibles sur notre site Web dans les prochains jours et vous recevrez un courriel aussi là, qui contient le lien des enregistrements et l'évaluation aussi. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous voulez savoir plus sur les initiatives de recherche de cancer de l'ovaire Canada et sur la façon dont nous galvanisons la communauté des chercheurs, consultez notre site Internet, donc ovairecanada.org/recherche. Et c'est sûr, si vous avez entendu, et si ce que vous avez entendu aujourd'hui vous inspire à poursuivre le progrès, veuillez envisager de faire un don puisque le progrès n'est possible qu'avec vous. Alors, finalement, merci encore à nos merveilleux conférenciers, à vous toutes d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup d'avoir posé des questions, d'avoir partagé avec la communauté. Prenez soin de vous et je vous souhaite une très bonne nuit de la part de l'équipe de Cancer de l'ovaire Canada. Merci pour tout. Merci tout le monde. Bonsoir.